VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington. Bonjour, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du jeudi 4 novembre 2021. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia et Mohamedou Oumfa. Nous commençons par les titres. L'émissaire américain Jeffrey Feltman dépêché en Éthiopie alors que les rebelles menacent de marcher sur la capitale Addis Abeba. Le Maroc ne se laissera pas entraîner dans une guerre avec l'Algérie, souligne-t-on à Rabat après la mort, selon Alger, de 3 ressortissants algériens dans un bombardement au Sahara occidental. En RDC, incursion rebelle dans Bukavu, au Sud Kivu, dans la nuit de mardi à mercredi. Bilan, 9 morts, dont 3 chez les forces de sécurité. Après un cuisant revers électoral mardi en Virginie, le président américain Joe Biden exhorte son camp démocrate au Congrès à adopter ces grandes réformes. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. L'émissaire américain pour la Corne de l'Afrique, Jeffrey Feltman, doit se rendre en Éthiopie aujourd'hui et demain pour appeler à une solution pacifique en pleine escalade du conflit avec des groupes rebelles qui menacent de prendre la capitale Addis Abeba. Nathalie Barge. Les États-Unis sont de plus en plus préoccupés par l'ampleur croissante des combats et des violences intercommunautaires et suivent de près la situation, a dit hier un porte-parole de la diplomatie américaine en annonçant cette visite. L'envoyé spécial des États-Unis pour la Corne de l'Afrique, Jeffrey Feltman, a déjà demandé aux rebelles tigréens de ne pas marcher sur la capitale. Les rebelles du Front de libération du peuple du Tigré ont affirmé ce week-end avoir pris les villes de Dessi et Kombolcha. Son allié, l'armée de libération Oromo, a annoncé être entré dans plusieurs localités plus au sud, sur l'autoroute menant à la capitale. La prise d'Addis Abeba est une question de mois, si ce n'est de semaines, a estimé ce groupe rebelle. Le gouvernement américain a renforcé ces derniers jours la pression sur les rebelles et sur les autorités éthiopiennes. Il s'est dit prêt à retirer l'Éthiopie de l'AGOA en raison des violations des droits humains, une menace dénoncée par Addis Abeba. Les États-Unis ont par ailleurs obtenu mercredi le soutien explicite de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis, 2 pays considérés comme susceptibles d'avoir une influence sur les militaires soudanais, dans un appel commun à la restauration immédiate du gouvernement civil renversé par l'armée à Khartoum. Tension entre Rabat et Alger, le Maroc ne se laissera pas entraîner dans une guerre avec l'Algérie, a souligné une source marocaine. C'est en réaction à l'annonce par Alger de la mort de 3 de ses ressortissants dans un bombardement au Sahara occidental. Un bombardement attribué à l'armée marocaine. Abdourahmane Dia. Cette source marocaine indique que si l'Algérie veut la guerre, le Maroc n'en veut pas. Le Maroc ne sera jamais entraîné dans une spirale de violence et de déstabilisation régionale, a déclaré cette source qui a déploré des accusations gratuites contre son pays. Le Maroc n'a jamais ciblé et ne ciblera jamais des citoyens algériens, quelles que soient les circonstances et les provocations, a-t-elle assuré. Dans un communiqué, la présidence algérienne a dénoncé l'assassinat de 3 Algériens le 1er novembre lors du bombardement de leur camion. Selon le communiqué, je cite, plusieurs facteurs désignent les forces d'occupation marocaines au Sahara occidental comme ayant commis avec un armement sophistiqué ce lâche assassinat. Le Sahara occidental oppose depuis des décennies Rabat, qui contrôle près de 80% de ce territoire, au Front Polisario, qui réclame un référendum d'autodétermination soutenu par l'Algérie. Les autorités libyennes, en coopération avec l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, ont rapatrié depuis Misrata 91 migrants nigériens, majoritairement des femmes et des enfants en bas âge. Dans ce groupe, le 2e depuis la reprise des vols humanitaires suspendus depuis près de 2 ans, on compte 60 enfants, 25 femmes et 6 hommes, a précisé un responsable libyen.
Plongée dans le chaos depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye est devenue une plaque tournante pour des dizaines de milliers de migrants cherchant à gagner l'Europe par la mer. Interceptés par la marine libyenne jusque dans les eaux internationales avant d'atteindre l'Europe, les migrants sont ramenés de force vers la côte puis placés en détention dans des conditions déplorables, fréquemment dénoncées par les ONG et l'ONU. En République démocratique du Congo, une incursion spectaculaire d'hommes armés dans la nuit de mardi à mercredi à Bukavu, chef-lieu du Sud Kivu, dans l'est du pays, a fait selon les autorités 6 morts parmi les assaillants et 3 chez les forces de sécurité. Ces dernières disent avoir capturé 36 de ces mystérieux rebelles. Selon le général Bob Kilubingoy, commandant de la 33e région militaire, les assaillants appartiendraient à un groupe armé dénoncé CPCA A64, qui signifie Coalition des Patriotes Congolais pour l'application de l'article 64, inconnu jusqu'alors, et serait venu dans Bukavu pour libérer certains des leurs arrêtés il y a quelques jours. L'article 64 de la Constitution de la RDC appelle notamment les Congolais à faire échec à toute prise de pouvoir par la force. Au Mozambique, l'armée a annoncé que l'Union européenne a entamé ce mercredi une mission de formation militaire pour aider les forces armées locales à lutter contre les djihadistes qui sèment la terreur depuis 4 ans dans le nord-est, riche en gaz. L'UE a envoyé en septembre 1100 soldats chargés de former pendant 2 ans des unités d'intervention rapide. Elle fournira également des armes non létales. Le président sénégalais Macky Sall a salué l'attribution du prix Goncourt à son compatriote Mohamed Mbougar Sarr comme une magnifique consécration. Son roman intitulé La plus secrète mémoire des hommes était en rupture de stock dans plusieurs librairies de Dakar. Jean-Roger Billon. Le président sénégalais Macky Sall a réagi sur Twitter, estimant que l'attribution du plus prestigieux des prix littéraires français à cet écrivain illustre la tradition d'excellence des hommes et femmes de lettres sénégalais. Cet événement marquera l'histoire de notre pays. Quelle fierté il apporte à notre peuple, s'est de son côté enthousiasmé l'ancien premier ministre Abdoul Mbaye. Dès l'annonce du prix, les lecteurs à Dakar se sont rués dans les librairies. Le stock est épuisé dans nos 4 librairies, a fait savoir une responsable de librairie de la capitale sénégalaise quelques heures après l'annonce du sacre du roman. Cette distinction était abondamment rapportée par les médias sénégalais de langue française et saluée sur les réseaux sociaux. Mbouga a écrit « Et pas au charbon une page d'histoire, celle-ci est de celles qui restent », s'est réjoui le poète Amadou Lamine Sall, disciple du défunt président du Sénégal, poète et académicien Léopold Sédar Senghor. Mohamed Mbougar Sarr, écrivain inconnu du grand public, aussi bien en France qu'au Sénégal, devient à 31 ans le premier écrivain d'Afrique subsaharienne à être distingué par le prix Goncourt. Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Protection des forêts, neutralité carbone des entreprises au rythme des tambours. Plusieurs centaines de défenseurs de l'environnement ont dénoncé hier dans les rues de Glasgow ce qu'ils considèrent comme un greenwashing, c'est-à-dire un nettoyage écologique à l'œuvre, selon eux, à la COP26. Le point avec Rosine Mounezero. Nous devons dénoncer ces entreprises et ces gouvernements qui prétendent faire une chose, dire qu'ils ont un programme vert, mais qui font en fait tout le contraire et détruisent la planète, a dénoncé Richard Baxter, un enseignant de 60 ans. May Moore, une londonienne de 45 ans et mère au foyer, estime que les dirigeants doivent aborder le changement climatique aussi sérieusement qu'ils l'ont fait avec le Covid. Pour ces manifestants symboliquement vêtus de vert ou munis d'ustensiles de ménage, les grandes annonces faites à cette conférence sur le climat se réduisent souvent à un écran de fumée verte. En somme, de grands discours et des promesses mirobolantes qui ne sont jamais suivies d'actes concrets. Les pays industrialisés sont sous pression pour faire davantage afin de freiner le changement climatique et protéger les populations contre les catastrophes déjà en cours. De gros pollueurs comme la Chine et la Russie n'ont pas fait le déplacement. Cette COP26 est considérée comme celle de la dernière chance avant le prochain sommet prévu en Égypte.
Ici aux États-Unis, le gouverneur démocrate sortant du New Jersey s'est imposé d'un cheveu face à son rival républicain. Phil Murphy était pourtant donné largement vainqueur dans les sondages précédant l'élection. Maigre consolation pour le président Joe Biden après un cuisant revers électoral mardi en Virginie. En réaction, M. Biden a exhorté les parlementaires démocrates à adopter ces grands projets de réforme bloqués au Congrès par des dissensions internes. Un an avant les élections cruciales de mi-mandat qui pourraient totalement rebattre les cartes du pouvoir, cette défaite de mardi en Virginie sonne comme un échec cinglant pour Joe Biden, qui avait fait campagne aux côtés du candidat démocrate Terry McAuliffe. La Minute Éco, Nanit Talani. Gambie, les chaînes de valeur agricoles seront un levier essentiel pour favoriser une croissance inclusive et relever le défi du développement, soutient la Banque africaine de développement. La BAD entend accompagner les efforts du gouvernement gambien pour faire reculer l'insécurité alimentaire à 30% en 2025 contre 37,2% en 2020, réduire l'incidence de la pauvreté en zone rurale de 63% à 69,5% et aider à mieux reconstruire dans l'après-Covid-19. Au Tchad, la mise en œuvre du document de stratégie pour 2015-2020 a produit des résultats probants selon la BAD. Ces interventions dans les transports ont permis de désenclaver une partie du pays, améliorant l'accessibilité et la mobilité des populations rurales dans le sud. Dans le cadre de la route transsaharienne, par exemple, 51 km de routes transnationales ont été construites, 50 km de routes nationales bitumées et 100 km de pistes rurales réhabilitées. Merci Nanit. À présent, les sports avec Yacouba Ouedraogo. Bonjour à tous. Le Tour du Faso offre une course contre la montre par équipe aux participants aujourd'hui. Entre Koupela et Zorgo, 33 km. Le maillot jaune est désormais revêtu par l'Algérien Hamza Yassine, vainqueur de la 6e étape courue hier entre Nagrengo et Tenkodogo, 153 km 300, temps mis 3h13 minutes. Avec une vitesse moyenne de 47,5 km/h, il s'est imposé devant le Burkinabé Bassirou Nikiema, arrivé deuxième, et le Marocain Saïdi Nassim qui a bouclé le podium d'hier. Football, André Onana fait son retour en sélection camerounaise. Le gardien de l'Ajax Amsterdam retrouve la tanière des Lions indomptables après avoir purgé une suspension de 9 mois pour dopage infligé par l'UEFA en février dernier. Retour également pour Ambroise Oyongo, le latéral gauche de Montpellier. Après une rupture des ligaments croisés en mars dernier, ces deux font partie d'une liste finale de 27 joueurs publiés par le sélectionneur Antonio Conceição pour les 2 dernières journées des éliminatoires du Mondial 2022. Les Camerounais affrontent le Malawi et la Côte d'Ivoire les 13 et 16 novembre prochains. Pour rappel, le Cameroun est deuxième du groupe, devancé d'un point par la Côte d'Ivoire, qu'il reçoit pour l'affiche de la dernière journée. Qu'est-ce que ces 2 grands retours pourraient apporter à la sélection camerounaise? Explication avec Jean-Bruno Tagné, joint à Yaoundé. Le retour de André Onana est une bonne nouvelle pour les Lions indomptables parce que dans cette équipe-là, dans les buts, on n'avait plus véritablement un gardien qui rassurait. Surtout depuis que le sélectionneur avait décidé de se passer des services de Fabrice Ondoa qui malheureusement est sans club. Donc le retour de André Onana est une bonne nouvelle pour les Lions indomptables parce qu'André Onana c'est quand même l'Ajax. Même si en ce moment je doute que le sélectionneur l'aligne immédiatement parce qu'il revient quand même de pratiquement près de 9 mois sans compétition. Jean-Bruno Tagné, journaliste et écrivain camerounais. Suite et fin hier des matchs de la 4e journée de la Ligue des Champions en Europe, freiné à Leipzig 2-2, le Paris Saint-Germain a raté l'opportunité de se rapprocher des 8e de finale. Avec 8 points en 4 rencontres, le PSG abandonne la tête de sa poule à Manchester City, qui a déroulé 4-1 contre le Club Bruges. Liverpool est en 8e après son succès maîtrisé 2-0, dont un but de Sadio Mané contre l'Atlético Madrid à Anfield. 1-1 entre l'AC Milan et le FC Porto. L'Ajax Amsterdam s'est imposé 3-1 sur la pelouse du Borussia Dortmund
avec notamment un but décisif de l'avant-centre ivoirien Sébastien Haller, son 7e dans la compétition. Le Sporting Portugal a dominé Besiktas à 4-0. Karim Benzema, un peu plus dans l'histoire du Real Madrid, l'avant-centre français, a inscrit contre le Shakhtar Donetsk 2-1. Les 1001e but dans l'épreuve reine européenne de la Maison Blanche, premier club à atteindre cette barre symbolique. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique. De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Les autorités américaines, nous vous le disions hier, ont décidé de suspendre le Mali, la Guinée et l'Éthiopie de l'AGOA, la loi sur la croissance et les opportunités en Afrique. Avec nos correspondants à Bamako et à Conakry, les réactions suscitées par cette décision, motivées par des questions de respect des droits de l'homme ou de manque de garantie de l'état de droit et de pluralisme politique. Tout d'abord avec Mohamed Danyoko, le Mali, où même si ce pays ne fait pas partie des premiers partenaires commerciaux des États-Unis, les acteurs concernés craignent d'ores et déjà pour leur chiffre d'affaires. Le Mali vient d'être suspendu de l'AGOA par les États-Unis. Cette politique, qui accorde des avantages commerciaux aux pays bénéficiaires, leur facilite également l'accès au marché américain. Pour les acteurs de ce secteur au Mali, cette décision a du mal à passer. Harbert Maïga, commerçant import-export. Notre avis sur la suspension du Mali de l'AGOA par les États-Unis est que c'est une initiative malheureuse. Cette décision ne concerne pas que le Mali. Elle vise aussi la Guinée-Conakry voisine et l'Éthiopie. Les questions de respect des droits de l'homme ont motivé ce qui est considéré par certains comme une sanction. Une mesure qui vient davantage secouer le Mali et la Guinée qui sont sous le coup de sanctions de la CEDEAO suite à des coups d'État. Pour Boubacar Salif Traoré, essayiste et analyste, en plus de l'aspect financier, les images de ces pays en prendront un sérieux coup. On peut estimer qu'au regard de la situation dans ces trois pays, en tout cas les États-Unis ont affirmé qu'il s'agissait d'imposer le respect des droits humains et que le non-respect des droits humains est à l'origine de cette décision. Donc concernant les pays cités, ça peut porter préjudice. Bien évidemment, les échanges entre les États-Unis et ces pays-là ne sont pas des échanges assez importants, étant donné que la plupart des pays qui échangent beaucoup avec les États-Unis se font dans le domaine du pétrole. Mais quelque part, pour l'image de ces pays-là, ce n'est pas une bonne chose. Et ça peut encourager d'autres à faire la même chose. Même si le Mali est classé à la 175e position des partenaires commerciaux des États-Unis, ici, l'on espère que les États-Unis changent d'avis avant la révision de la liste des pays bénéficiaires, c'est-à-dire avant la fin de l'année. Harbert Maïga, commerçant import-export. Dans la mesure où elle met en péril une bonne tradition de coopération entre les États-Unis et le Mali. Depuis déjà plus d'une vingtaine d'années, les produits nationaux d'exportation, en particulier les fruits, les légumes, le coton et le bogolan, etc., étaient acheminés dans les marchés américains sans droit de douane. Cela permettait aux entreprises vraiment d'avoir un certain nombre d'investissements et d'avantages. Avec ces sanctions, le Mali et les deux autres pays sont privés des exonérations américaines sur les exportations. Mohamed Danyoko, VOA, Bamako. Merci Mohamed. Maintenant avec notre correspondant à Conakry, Zakaria Kamara, les réactions en Guinée. Dans les rues de Conakry, la suspension de la Guinée de l'AGOA divise. Des réactions mitigées, peut-être à cause du fait que cette loi américaine est peu connue des Guinéens. Un pays peut se développer sans l'aide des autres. Donc aussi, ils ont décidé
nécessaire de sanctionner la Guinée. Ils n'ont qu'à quand même sanctionner la Guinée. Mais là-bas, moi quand même, je n'ai pas peur. Parce que je sais que la Guinée, on a des ressources. On a beaucoup de choses ici qui peuvent nous satisfaire, qui peuvent même développer le pays. C'est un problème plus ou moins sérieux parce que c'est pas seulement les États-Unis. La première sanction a été donnée par la CEDEAO. Il n'est pas sans savoir qu'aucun pays ne peut évoluer en vase clos. Il faut forcément des relations internationales. Et donc, s'il y a un tel problème, ça, c'est un problème très sérieux. Donc, moi, je crois que la Guinée doit revoir sa copie et changer en tout cas la méthode afin que nous puissions régler nos problèmes avec ces pays, ces organisations et pourquoi pas avec les États-Unis. Le retrait de la Guinée par la Maison-Blanche de la liste des bénéficiaires de l'AGOA n'est pas sans conséquences pour le pays, explique Mamadi Kondé, économiste. Concernant par exemple les conséquences économiques et commerciales, va s'expliquer essentiellement par la limite des opportunités que pourront tirer les opérateurs économiques qui souhaiteraient coopérer avec les acteurs économiques américains. Donc en termes, n'est-ce pas, de chiffre d'affaires, ça va entraîner une baisse du chiffre d'affaires de l'ensemble des opérateurs économiques qui pouvaient saisir cette opportunité pour pouvoir améliorer, n'est-ce pas, leur chiffre d'affaires et augmenter, n'est-ce pas, les opportunités économiques qu'ils pouvaient tirer dans leurs relations avec les acteurs économiques américains. Ensuite, ça va également entraîner, certes, une baisse également d'entrée de devises au cas où le taux de volume d'exportation guinéen en faveur des États-Unis était assez significatif. L'AGOA est une facilité d'accès au marché américain offerte aux économies africaines, à condition que les pays bénéficiaires suivent les principes de l'économie libérale. La Guinée doit être exclue le 1er janvier prochain, mais la Maison-Blanche précise qu'elle va continuer à évaluer les éventuels progrès faits sur les sujets de préoccupation, notamment les sujets de droit et de pluralisme politique. Zakaria Kamara pour VOA Afrique, Conakry. Le prestigieux prix Goncourt 2021 a été décerné au jeune romancier sénégalais Mohamed Mbougar Sarr pour son livre « La plus secrète des mémoires ». Ce livre s'inspire de l'histoire de l'écrivain malien des années 60, Yambo Wologem, accusé de plagiat et mort dans l'anonymat en 2017. Âgé de 31 ans, Mbougar Sarr est l'auteur de 5 romans. Le président sénégalais Macky Sall parle de magnifique consécration pour ce jeune Sénégalais. Autre réaction, celle de l'écrivain et philosophe Souleymane Béchir Diagne, pour qui ce prix vient démentir tout ce discours pessimiste sur le déclin de la littérature africaine, joint à New York par Abdourahmane Dia, le professeur Diagne. Et il obtient cette consécration qui est le plus grand prix que l'on puisse décerner dans le monde français et francophone à un âge si jeune. Ma joie est immense et ma fierté est très grande, à la fois parce que c'est un Sénégalais évidemment et également parce que il se trouve que je le connais bien. Alors Mbougar a, comme vous l'avez dit, déjà écrit plusieurs romans à succès. Celui-ci, qui est La plus secrète des mémoires, s'inspire un peu de l'histoire quelque peu tragique d'un écrivain malien, Yambo Wologem, mort dans l'anonymat des décennies après avoir été accusé de plagiat. Vous pensez que ce roman de Mbougar va un peu le réhabiliter ? Absolument, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'éprouve également une joie immense pour le prix que Mbougar vient de recevoir, parce que c'est un prix qui, d'une certaine façon aussi, s'adresse à la mémoire de Yambo Wologem, mort, on le sait, en 2017, il y a quelques années maintenant, au Mali, pratiquement dans l'anonymat. Et après avoir été victime de la plus grande des injustices, parce que il a été d'abord porté au pinacle, il avait obtenu, alors justement, l'ironie de l'histoire, c'est que Yambo Wologem lui-même avait obtenu le prix Renaudot, qui est, après le prix Goncourt, le prix le plus prestigieux dans le champ littéraire français.
pour un tout premier roman en 1968, avec un livre, Le devoir de mémoire, qui avait véritablement révolutionné les lettres africaines, qui avait été comme une espèce de coup de tonnerre dans un ciel serein, dans le ronronnement qui était celui de la littérature africaine. Ce livre avait fait énormément de bruit. Et ensuite, on l'a accusé de plagiat, sans même se rendre compte que son livre jouait justement sur les collages. L'accuser d'avoir plagié Graham Greene ou André Schwarzbach, c'était absurde parce qu'on aurait pu aussi bien à ce moment-là dire qu'il avait plagié la Bible ou qu'il avait plagié le Coran, puisqu'il jouait justement avec tous ces textes-là, et donc il a joué avec ces textes. Mais heureusement, il a été réhabilité par la suite, et c'est une réhabilitation totale qui intervient aujourd'hui avec ce roman sur lui et sur la littérature en général que Mbougar Sarr vient d'écrire. Alors, qu'est-ce que ce prix représente pour la jeune génération d'écrivains? Il y en a d'autres, comme la Camerounaise Diali Amadou Amal, au moment où il est beaucoup question de baisse du niveau général de l'éducation, du portable qui prend la place du livre. Alors justement, ce prix est en train de porter un démenti à cette espèce de pessimisme avec lequel on est en train de regarder les lettres africaines et en général l'intelligentsia africaine. Le professeur Suleiman Béchir Diagne de Columbia University. FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h/24. Sommet de la COP26 à Glasgow en Écosse, les accords visant à protéger les forêts tropicales et à réduire les émissions de méthane ont été bien accueillis. Mais les dirigeants africains ont reproché aux pays industrialisés de ne pas les avoir aidés financièrement comme promis pour faire face au changement climatique sur le continent. Un reportage d'Henry Ridgewell relaté par Nathalie Barge. Les pays du G20 sont responsables de 80% des émissions de gaz à effet de serre et selon les scientifiques, les pays les moins riches, en particulier en Afrique, souffrent des pires impacts du changement climatique. Les pays industrialisés se sont engagés en 2009 à donner aux pays en développement 100 milliards de dollars par an pour les aider à faire face au changement climatique. Mais la date prévue a été repoussée à 2023. Au sommet de la COP26, les dirigeants africains ont exprimé leur déception. Nana Akufo-Addo, président ghanéen. Those same nations are, however, ces mêmes pays insistent cependant pour que nous abandonnions l'opportunité d'un développement rapide de nos économies. Cela équivaudrait à s'enraciner dans l'inégalité mondiale la plus élevée qui soit. Les appels des dirigeants africains n'ont pas réussi à modifier le calendrier, mais les frustrations ont été atténuées par les progrès réalisés sur d'autres urgences climatiques vitales. Plus de 100 pays ont accepté de mettre fin à la déforestation d'ici 2030, soutenue par près de 20 milliards de dollars de financement public et privé. Le Brésil, où la déforestation ne cesse de progresser en Amazonie, est l'un des signataires. Chef Ninawa, leader indigène brésilien. Cela ne résoudra pas les problèmes sociaux dans nos communautés où il n'y a pas d'eau, où il y a la déforestation, où il y a la contamination des rivières. Ce sont des investissements qui ne donneront que carte blanche aux entreprises pour continuer de polluer. Plus de 100 pays ont également signé un engagement visant à réduire les émissions de méthane de 30% d'ici 2030. Le méthane est 80 fois plus puissant que le dioxyde de carbone dans le réchauffement climatique. Steve Hambourg, directeur scientifique au Fonds de défense de l'environnement. C'est un progrès incroyablement important dans la lutte contre la crise climatique, car nous pouvons désormais penser aux émissions du méthane séparément du CO2 et reconnaître que la réduction du méthane représente un énorme levier pour progresser dans la réduction du taux de réchauffement. La Chine et la Russie, deux des plus gros émetteurs de méthane au monde, n'ont pas signé cet engagement.
L'absence des présidents chinois, russes et brésiliens a conduit à s'interroger sur l'efficacité du sommet pour freiner le réchauffement climatique. Le Premier ministre britannique Boris Johnson, hôte de la conférence, a déclaré qu'il était prudemment optimiste. Les dirigeants mondiaux sont rentrés chez eux, laissant désormais leurs équipes de négociateurs décider de l'avenir de la planète. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Seboulia et de Mohamed Houmfa, Georges Léonard Sagnou à la mise en onde et Joubert Al-Taïb à la console. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.